Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier d'aujourd'hui, les meilleures pratiques d'évaluation des compétences en ligne, données par Mme Pascale Bellier du Collège La Cité. Un gros merci à Pascale pour son implication pour la formation d'aujourd'hui. On vous rappelle que le tout se termine à 13h30 heure de l'Est, mais si le momentum le permet, Pascale est disponible et vous êtes disponible, on peut continuer sans problème. On vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, à contacter le réseau ou à utiliser les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. On remercie Patrimoine canadien et le secrétariat aux Relations canadiennes du Québec comme bailleur de fonds pour nos ateliers table d'échange 2018-2019, l'Université d'Ottawa pour l'utilisation du pont audio et la formation continue de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect. Avant de laisser la parole à Pascal, très important pour tout le monde, s'il vous plaît, important pour tous, comme c'est indiqué dans le clavardage. Tout le monde, sauf, même si vous croyez l'avoir fait, sauf Pascal, étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour la sourdine du système audio, pour éviter l'écho, les bruits durant la formation. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on vous invite à faire carré 6 ou, étant donné qu'il y a beaucoup de monde en ligne, utiliser Adobe Connect en levant la main ou en utilisant le clavardage. Alors, je souhaite à tous un excellent atelier et je laisse la parole à Pascal. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup à Alain, merci au REFAD de me donner la parole aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter parce que je suis très nouvelle dans le réseau du REFAD. Donc, je suis Pascale Bellier, coordonnatrice. Actuellement, je suis coordonnatrice du développement des apprentissages en ligne au Bureau du développement de la formation professionnelle au Collège La Cité. Ma première profession était d'être prof. J'ai plus de 30 ans d'expérience en enseignement, en conception pédagogique, à la fois en classe, en ligne, au niveau collégial, universitaire et aussi au niveau de la formation continue. J'ai travaillé pendant quelques années pour le service régional de la formation professionnelle en Outaouais, donc à Gatineau. Je suis diplômée en technologie éducative de la TELUC et de l'Université Laval. Alors, à titre de coordonnatrice du développement des apprentissages en ligne au collège, je suis responsable de plusieurs éléments au niveau pédagogique, donc je supervise toute la conception pédagogique des cours en ligne, j'assure le contrôle de qualité, et je coach aussi toute l'équipe à la fois de concepteurs pédagogiques et d'experts de contenu. Donc ça, c'est pour ce qui est de moi. Au niveau des objectifs de l'atelier, je voudrais vraiment initier une discussion puis des échanges sur les pratiques d'évaluation en formation à distance dans le contexte de l'approche par compétences. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne me perçois pas comme une spécialiste ou une grande experte de l'évaluation des compétences en formation à distance, mais il se trouve que je m'y suis intéressée pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai un petit peu le contexte tout à l'heure, mais surtout parce que, à travers mes 30 années d'expérience, je suis arrivée à la conclusion puis je vous traduis librement une citation de Graham Gibbs de 2010, et qui dit l'évaluation fait plus de différence dans la façon dont nos étudiants allouent leur temps, allouent leurs efforts aussi et réussissent, plus que tout autre aspect des cours dans lesquels ils étudient, incluant l'enseignement. Donc, c'est une phrase, je trouve, qui résume un petit peu ce que j'ai pu constater à l'intérieur de mes cours, que quoi que je fasse, si l'évaluation, si les pratiques évaluatives n'étaient pas alignées, n'étaient pas correctes, je perdais l'attention, ça se traduisait par des apprentissages qui étaient superficiels. Donc, je me suis beaucoup et très tôt intéressée aux pratiques évaluatives. Et quand je suis arrivée donc au niveau de la formation à distance, j'ai été curieuse de savoir comment procéder. Donc, au niveau du plan de l'atelier, je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte dans lequel s'est réalisé ce projet, la méthodologie que j'ai utilisée,
je vais vous présenter les bonnes pratiques. Alors, il y a 32 bonnes pratiques que j'ai relevées dans la littérature. Donc, je vais accélérer un petit peu sur le début pour qu'on ait le temps de discuter vraiment sur ces 32 pratiques-là. Et après ça, en fait, au fur et à mesure, je vais accueillir vos questions, vos partages, vos réactions, voir si ça donne lieu à des controverses. Et je l'espère parce que, comme je vous dis, je ne me perçois pas comme une experte, mais simplement comme quelqu'un qui s'intéresse au sujet et qui a colligé ce qui était disponible comme conseil dans la littérature. Donc, au niveau du contexte, ce qui se passe au Collège La Cité, c'est que le collège a pris un virage. Donc d'abord, le Collège La Cité, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus grand collège d'art appliqué et de technologie de langue française en Ontario. Donc on a 3 campus, Ottawa, Orléans et Toronto. Environ 140 programmes, 300 cours en ligne à l'heure actuelle. Et le collège, donc, a pris le virage, a décidé dans son plan stratégique qui a été nommé Impact 2023, d'adopter un nouveau modèle pédagogique qui est un modèle pédagogique par compétence. Ce modèle pédagogique, donc, on le met, nous, au niveau de la formation en ligne, on le met en œuvre à l'heure actuelle. Et je vous dirais que depuis un an, il y a eu énormément de développement au niveau de nouveaux outils qu'on met en œuvre. On a développé un nouveau design de cours pour les cours en ligne qui vont être en ligne d'ici quelques semaines. Et on a fait énormément de travail pour donc avoir les meilleures pratiques au niveau des cours en ligne. Au niveau du bureau de la formation en ligne, donc on travaille en fonction de 3 axes. La conception pédagogique que je supervise, que je coordonne. La conception multimédia qui est responsable du design des cours, de la production des outils d'apprentissage multimédia et aussi donc de l'intégration des cours en ligne. Et l'axe de l'amélioration continue qui est en charge de s'assurer que les cours sont à jour et régler tous les problèmes techniques qui peuvent intervenir au niveau de la livraison. Pascal, donc, oui? Il y avait une question, Nicole Perrault des Ratiques. Est-ce que votre collège participe de près ou de loin au projet eCampus Ontario? Oui, on a des projets de collaboration avec eCampus. Merci. Oui. Donc, Nicole, on peut s'en parler par la suite si vous voulez en savoir davantage. Je pourrais vous mettre en contact avec Olivier Chartrand, qui est le gestionnaire du Bureau de développement de la formation en ligne. Donc, je vous présente rapidement les grandes lignes du nouveau modèle pédagogique. Donc, le modèle pédagogique, il est organisé dans une entrée, avec une entrée par compétence et c'est une approche socio-constructiviste. Donc, le design de cursus est vraiment orienté avec une approche programme fondée sur les attentes du marché du travail, évidemment, puisqu'on est en approche par compétence. Une conception des modalités de suivi et des modalités d'évaluation et du suivi qui sont adaptées à l'approche par compétence. Je vais en parler plus longuement, donc je ne m'étendrai pas là-dessus tout de suite. Une prestation flexible afin de faciliter le processus d'apprentissage. Au niveau de la prestation, on est en approche modulaire, donc on développe des unités d'apprentissage de 14 heures pour faciliter le trajet des étudiants à travers leur programme d'études, des livraisons qui peuvent se faire à la fois en ligne, en classe ou de façon hybride, et finalement des modalités pédagogiques qui sont variées et enrichies, donc de façon conforme avec un modèle par compétence, donc avec beaucoup d'activités authentiques. Au niveau de l'évaluation des compétences, l'évaluation et le suivi des apprentissages, il y a 4 grandes stratégies qui sont suggérées par le nouveau modèle. Donc, d'avoir des évaluations diagnostiques qui vont permettre à l'étudiant de se situer par rapport à la compétence qui est visée.
des évaluations qui sont authentiques. Donc, on pourrait faire 1h30 sur ce que c'est qu'une évaluation authentique, mais essentiellement, on essaye de rapprocher les situations d'évaluation le plus possible des situations réelles vécues par les étudiants par la suite dans leur milieu professionnel. Des évaluations qui sont progressives et qui permettent de valider l'évolution de l'étudiant et sa progression vers la maîtrise de la compétence, et des évaluations qui sont combinatoires, c'est-à-dire avec différentes tâches qui permettent d'évaluer l'étudiant et qui visent simultanément le développement de la compétence et à la fois aussi le développement de l'autonomie des étudiants. Le modèle recommande aussi donc de diversifier les modalités d'évaluation de façon à mieux cerner la maîtrise de la compétence et de fournir des rétroactions afin de permettre aux étudiants de se situer dans leur apprentissage. Encore une fois, la rétroaction, on pourrait en parler longtemps, on va en parler tout à l'heure un petit peu plus, mais c'est fondamental au niveau de l'évaluation des compétences. Alors, vous imaginez bien qu'en mettant en place ce nouveau modèle par compétence, si on est un prof, un tuteur, un concepteur pédagogique qui n'a jamais été familiarisé avec le modèle par compétence, ce n'est pas une évolution, on parle vraiment d'une révolution. Alors, c'est un petit peu le contexte dans lequel je suis arrivée au niveau du bureau de la formation en ligne, ici du développement de la formation en ligne. Et compte tenu du réel changement de paradigme pour l'organisation, j'ai choisi de m'intéresser à la transition des pratiques évaluatives, donc vers le modèle par compétence. Avant que je vous présente un petit peu ce que j'ai colligé à travers mes recherches, je voudrais qu'on clarifie un petit peu ce qu'est l'évaluation des compétences. Et pour ça, j'utilise le modèle de France Côté, qu'elle a publié en 2017, donc le réseau de concepts sur les pratiques d'évaluation des compétences, parce que je le trouve extrêmement clair. Ça, c'est le genre de schéma, quand on le voit, on se dit « Oh mon Dieu, j'aurais aimé produire ça », c'est tellement clair et tellement synthétique. Donc, essentiellement, l'évaluation des apprentissages en approche par compétence, il repose donc sur le concept de compétence. La compétence étant définie comme un savoir-agir complexe qui implique la mobilisation de ressources, qui peuvent être des ressources internes, comme les connaissances ou les savoir-faire, dans des familles de situations qui ont des paramètres communs. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de mesurer. Au niveau de l'approche par compétence, on doit tenter de s'éloigner des pratiques traditionnelles, pour essayer de tendre vers des nouvelles façons de procéder avec des tâches complexes, une évaluation qui est fondée sur le jugement professionnel, avec des standards de performance, des évaluations authentiques et une évaluation qui est certificative. On va reparler de tous ces éléments-là un petit peu plus tard. On doit aussi, comme dans n'importe quelle approche éducative, respecter des principes et des règles au niveau des pratiques d'évaluation, donc avoir des évaluations qui sont valides, qui sont fidèles, rechercher l'équité, l'équivalence, la transparence, la justice, respecter les politiques institutionnelles et les devis ministériels. Et tout ça, ça nous permet d'élaborer des outils d'évaluation qui vont venir cerner ce qu'on appelle les 3 P au niveau de l'évaluation des compétences, les 3 P étant le produit ou la production de l'étudiant, donc on évalue le travail de l'étudiant, mais aussi le processus, parce qu'on insiste énormément sur le processus, le raisonnement de l'étudiant et la personne, et quand on parle de personne, c'est le discours et le savoir-être. Donc, les 3 P au niveau de l'évaluation des compétences. Donc, ça replace un petit peu les pratiques évaluatives dans le contexte de l'approche par compétences. Au niveau de la méthodologie du projet que j'ai réalisé, alors comme je disais tout à l'heure, moi, la question que je me posais, c'est quoi qu'on est supposé faire comme prof, comme concepteur pédagogique, quand on essaye
de mettre en œuvre des stratégies d'évaluation en approche par compétence. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher dans la littérature ce qu'on considère comme des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques. Alors, si on essaye de voir la définition qui est donnée d'une meilleure pratique en éducation, Arundel nous dit une meilleure pratique, c'est toute façon de procéder qui aura un effet bénéfique sur l'apprentissage. Et Barbaran dit c'est toute mise en œuvre pédagogique dont les effets peuvent être évalués dans l'amélioration des apprentissages, de quelque nature qu'ils soient. Donc, ça peut être au niveau culturel, cognitif ou comportemental. Et surtout, une des choses sur laquelle je veux insister, c'est que ces meilleures pratiques, une fois qu'elles sont publiées, elles deviennent un outil de réflexion, un outil de communication, un outil de partage entre les acteurs du milieu de l'enseignement. Et pour moi, ça, c'était vraiment fondamental parce que le travail que je faisais, puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me perçois pas du tout comme une experte, mais comme quelqu'un qui est allé chercher l'opinion de différents experts pour en discuter avec des collègues. Et c'est pour ça que je sollicite vraiment vos réactions par rapport à ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, au niveau de la méthodologie, j'ai procédé à une recension des écrits et je vous dirais, il y a un petit avertissement qu'il y a certainement un biais éditorial dans ce que je vous présente. Je ne prétends pas présenter quelque chose qui est parfaitement scientifique, mais je pense que c'est un survol honnête des consensus que j'ai pu constater à travers les écrits que j'ai consultés. Le cadre de référence maintenant que j'ai utilisé, parce que je vous disais que j'avais 32 bonnes pratiques, alors je ne vais pas vous les présenter en vrac. J'ai essayé de les présenter en utilisant la structure du modèle de Leroux, de Julie-Line Leroux et ses collaborateurs, qui est un modèle, juste un instant. Qui part en fait, si on regarde le centre, du modèle de base classique au niveau des évaluations. On parle d'un modèle en 4 étapes où on détermine tout d'abord l'intention d'évaluation, on élabore les outils de mesure, on élabore les outils de jugement et finalement on prend des décisions quant à la performance de l'étudiant. Donc ça, c'est le modèle classique en 4 étapes. Alors ce que Julie-Line Leroux et son équipe ont fait, c'est qu'ils ont détaillé ce modèle-là et ils l'ont adapté à la réalité, aux façons de procéder au niveau de la formation à distance. Donc, ils identifient 5 étapes. Une étape d'analyse où on va clarifier donc la cible de formation, les objectifs d'apprentissage, une phase de planification dans laquelle on va déterminer les activités d'évaluation selon est-ce qu'on veut avoir des activités certificatives ou sommatives ou des évaluations formatives. La conception ensuite des tâches d'évaluation et des grilles d'évaluation, donc les outils de jugement. 5e étape qui est la mise en œuvre au moment où les étudiants vont réaliser ces évaluations et où le jugement des enseignants, des formateurs va être mis en œuvre et prise de décision par le professeur. Et finalement, dernière étape, la validation donc des outils et des processus et des pratiques d'évaluation. Donc, ces 5 étapes vont constituer un petit peu la trame avec laquelle on va classer les différentes pratiques que j'ai relevées dans la littérature. Donc, analyse, planification, conception, mise en œuvre et validation. Alors vous vous souvenez peut-être que je vous ai fait parvenir par Alain un petit sondage où je vous demandais vos opinions et vos perceptions quant aux bonnes pratiques en matière d'évaluation des compétences. J'ai quelques personnes qui ont accepté de le remplir tout en me disant que c'était un exercice difficile. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de chacune des étapes, je vais vous donner verbalement, parce que je n'ai pas eu le temps de l'intégrer dans la présentation, donc je vais vous donner verbalement les résultats du sondage sur ce que vous avez identifié comme pratique à recommander au niveau de chacune des étapes. Alors, si on prend, donc là on rentre dans le vif du sujet, la première étape qui était donc la phase d'analyse.
Donc, au niveau de la phase d'analyse, que vous m'avez relevé comme pratique à recommander? Alors, la première phase, je vous rappelle, c'était la clarification de ce qui va être évalué, donc les compétences, et cadrer le processus d'évaluation. Donc, ce que vous m'avez recommandé comme pratique à cette étape-là, c'est de bien comprendre les compétences associées au cours pour identifier des situations authentiques qui permettraient de faire une évaluation la plus juste et complète possible. Et deuxième réponse, assurer que l'énoncé de la cible soit mesurable et représentatif de la tâche à effectuer sur le marché du travail. Alors, vous voyez que c'est très cohérent, puis je vous dirais que toutes les réponses que j'ai obtenues sont très cohérentes avec ce que j'ai relevé, moi, dans la littérature. Donc, les deux bonnes pratiques que j'ai relevées au niveau de l'analyse, c'est d'abord de développer en équipe un modèle d'évaluation des compétences pour le programme. J'ai mes notes. Si vous voyez mon organisation, là, j'ai 2 laptops, une souris, donc il faut que j'arrive à me retrouver là-dedans. Donc, développer en équipe le modèle d'évaluation des compétences pour le programme, ça implique que l'équipe enseignante va s'entendre non pas seulement sur le référentiel de compétences, parce que ça, on le fait traditionnellement, mais aussi sur les critères d'évaluation qu'on va utiliser, les critères, les indicateurs, les attentes relatives au niveau de développement des compétences pour chacune des compétences qui a été identifiée dans le référentiel. Et ça, c'est extrêmement important parce que, vous le savez, même si vous avez 2 énoncés de compétences qui sont, un énoncé de compétences qui est parfaitement bien rédigé, que vous faites la même épreuve d'évaluation, s'il n'y a pas de normes en termes de résultats attendus, de critères d'évaluation, d'indicateurs de performance, vous allez avoir 2 profs qui vont évaluer le même travail sur la même compétence de façon différente. Donc ça, c'est vraiment fondamental de dire, bon, voilà une compétence, comment est-ce qu'on va la mesurer et qu'est-ce que j'attends des étudiants en termes de niveau de maîtrise de la compétence. Ça, c'est fondamental. Et malheureusement, dans l'approche traditionnelle par objectif, c'était pas toujours effectué, mis en œuvre au niveau des équipes programmes. Donc, l'approche programme au niveau de l'évaluation des compétences, elle est vraiment fondamentale. Marie-Josée Durand et ses collègues en 2006 vont jusqu'à suggérer que l'équipe programme devrait se doter d'un référentiel d'évaluation, ce qui permettrait de garantir la qualité des évaluations et de garantir que, quel que soit l'enseignant ou le tuteur, les évaluations sont identiques pour les mêmes compétences. Le deuxième élément, c'était de clarifier le devis de compétences. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans certains cas, les compétences peuvent être plus ou moins bien formulées. Et si une compétence n'est pas bien formulée, évidemment, ça va se ressentir au niveau de l'évaluation, puisque l'évaluation est supposée être alignée sur la compétence. Donc, il faut clarifier le devis de compétence et éventuellement reformuler la compétence si elle n'est pas claire. Et il faut qu'il y ait, c'est vraiment important, il faut qu'il y ait une compréhension commune et formalisée de ce que signifie la compétence. Et je vais vous donner un exemple concret d'une situation que j'ai vécue récemment avec des concepteurs pédagogiques. Au collège, on est en train de développer un nouveau programme, un post-diplôme en santé mentale et toxicomanie. Et je ne dirais pas que les indicateurs de développement, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, sont mal formulés, parce que c'est moi qui les ai formulés, fait que j'espère que ce que j'ai fait était correct. Mais j'ai réalisé que quand je donnais les indicateurs de développement aux concepteurs pédagogiques, ils pouvaient en avoir une interprétation qui était différente de celle que j'avais voulu donner. Pour une raison très, très simple, c'est que dans les verbes d'action que j'ai utilisés pour décrire l'élément de compétence, il pouvait y avoir plusieurs niveaux de compréhension. Par exemple, une compétence qui était formulée de la façon suivante, identifier les différentes variables qui entraînent et influencent la dépendance. Alors moi, dans ma
tête, quand j'ai rédigé l'énoncé de l'indicateur de développement, identifier était au niveau 4 de la taxonomie, de notre fameuse taxonomie de Bloom, c'est-à-dire au niveau de l'analyse. Donc, pour moi, il s'agissait, dans une situation particulière, d'identifier les variables qui pouvaient entraîner et influencer la dépendance. Mais le concepteur pédagogique est venu me voir en me disant, ben, ton verbe identifier, c'est-tu au premier niveau ou au quatrième niveau? Parce que identifier peut se situer vraiment au niveau de la reconnaissance, donc le premier niveau de la taxonomie de Bloom, ou au quatrième niveau. Alors, vous voyez que juste un petit exemple simple comme ça met en lumière tous les problèmes d'interprétation qu'on peut avoir au niveau du devis de compétences et qui peuvent avoir un impact majeur par la suite au niveau de l'alignement du cours, parce que dépendamment de la clarté de l'énoncé de compétences, ben, l'alignement qui va être fait des évaluations, que ce soit au niveau sommatif ou au niveau formatif, puis l'alignement des activités d'apprentissage aussi, ça va avoir un gros impact. Donc, importance de clarifier le devis de compétences. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on en a 32 à passer. Deuxième étape, c'est l'étape de la planification. Donc, au niveau de la planification, ce que vous m'avez dit au niveau du sondage, c'est qu'on devrait avoir un plan qui est préétabli par matière. Donc, ça, c'est au niveau de la planification. Vous m'avez fait des recommandations au niveau de l'alignement, donc dans le sens qu'il faut aligner les activités, planifier une activité alignée avec la cible, donc faire attention à l'alignement. Varier les évaluations, c'est un troisième thème qui est apparu, donc avec, par exemple, au niveau des évaluations formatives, des tests formatifs, des quiz. L'importance, et ça a été cité au moins 3 fois, l'importance de mesurer le progrès des étudiants vers la maîtrise de la compétence. Donc, planifier l'enseignement théorique entre 2 activités pratiques pour mesurer le progrès, prévoir beaucoup de rétroaction et assurer une progression dans l'évaluation, connaître, comprendre, appliquer, avoir des grilles de suivi et de progression pour suivre l'évolution des élèves. Et finalement, le dernier élément que vous avez indiqué dans la section planification, c'est communiquer les attentes aux étudiants, donc en fournissant les plans de cours à l'avance. Alors, encore une fois, si on regarde par rapport à mes petits numéros, vous pouvez constater que ça va être recoupé par les pratiques, les meilleures pratiques que j'ai identifiées dans la littérature. Donc, meilleure pratique numéro 3, planifier tous les aspects de l'évaluation avant le début du cours. Alors qu'en évaluation par objectif, on pouvait se permettre d'avoir une macro-planification. On avait un plan de cours qui était un petit peu général, puis on décidait de la micro-planification, donc des évaluations au fur et à mesure du cours. En approche par compétence, on ne peut pas se permettre ça, et surtout pas en ligne, parce qu'on est obligé d'avoir une vision finale du développement qu'on attend au niveau de la compétence et de tout organiser les évaluations sommatives et les évaluations formatives de façon à arriver à ce résultat final. Donc, il faut qu'on gradue les tâches d'intégration pour valider la progression de la compétence vers le résultat final. Donc, on n'a pas le choix de planifier tous les aspects de l'évaluation avant le début du cours. 4e recommandation, donc, utiliser un tableau de planification pour assurer l'alignement pédagogique. Alors, ça, c'est l'idée d'utiliser un tableau de planification, c'est juste un outil. Hein. C'est un outil qui nous permet de visualiser, en partant de l'énoncé de la compétence, de l'énoncé des éléments de compétence, de s'assurer qu'on a un alignement de la tâche d'évaluation sommative, des tâches d'évaluation formative et des activités d'apprentissage. Et en ce qui concerne nos pratiques, nous au collège, on va exactement dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on part de notre indicateur de développement, on identifie donc à partir de l'indicateur de développement qu'on découpe les habiletés requises de l'étudiant, les critères d'évaluation, et à partir de là, on va développer la tâche sommative. On va ensuite identifier
les éléments de contenu en fonction de la tâche sommative, donc ce dont l'étudiant a besoin pour réussir la tâche sommative, et on va élaborer les activités formatives aussi. Donc, le tableau de planification est un outil qui est vraiment pratique pour garantir l'alignement. Cinquième recommandation, distinguer l'évaluation formative de l'évaluation certificative ou sommative. Alors, il y a différentes façons de nommer ce qu'on appelle l'évaluation de fin d'étape ou fin de cours. Certains l'appellent sommative, d'autres l'appellent certificative, dans le sens que c'est l'évaluation qui va déterminer si l'étudiant gradue ou si l'étudiant réussit le cours. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on l'appelle évaluation certificative. De nombreux auteurs recommandent de distinguer les deux types d'évaluation parce qu'elles n'ont pas la même finalité et parce que, donc, une qui est destinée à guider l'étudiant et à lui permettre de développer ses habiletés pour atteindre l'objectif au niveau de la compétence, alors que l'autre a vraiment comme fonction de certifier le niveau de maîtrise de cette compétence-là par l'enseignant. De l'autre côté, on a donc l'évaluation formative qui va préparer l'étudiant et le guider, lui donner une rétroaction sur le niveau où il est rendu, de façon à l'aider à progresser vers la maîtrise de la compétence. Plusieurs auteurs, dont Scalon et Lanier en particulier, considèrent aussi que l'évaluation certificative devrait être la responsabilité exclusive de l'enseignant. Ce n'est pas une opinion qui est généralisée parce que certains auteurs considèrent qu'on ne devrait pas distinguer l'évaluation formative de l'évaluation certificative et qu'on pourrait utiliser une évaluation certificative en évaluation formative, en tout cas bref. Mais Scalon et Lanier ne sont pas d'accord avec ça, puis j'avoue que, puis c'est là que je vous parlais de mon biais éditorial, je suis assez d'accord avec eux parce que l'enseignant ou le professeur a une responsabilité professionnelle quand il assure que l'étudiant a maîtrisé la compétence. On va reparler tout à l'heure d'auto-évaluation, de co-évaluation, d'évaluation par les pairs, mais moi, personnellement, quand je vais si j'ai besoin de me faire une prise de sang, j'aime mieux que l'infirmière que ce soit le prof qui est certifié que l'infirmière était compétente, plutôt qu'elle-même ou ses collègues. Il y a une question de responsabilité professionnelle et je dois avouer que moi j'abonde, puis vous n'êtes peut-être pas d'accord, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus, que l'évaluation certificative, l'évaluation sommative devrait être la responsabilité exclusive du prof. Sixième recommandation, répartir les tâches d'apprentissage et d'évaluation durant toute la session. Donc ça, je pense que, surtout en ligne, en formation à distance, c'est important de maintenir l'activité puis l'engagement de l'étudiant. Et pour ça, il y a des techniques qu'on peut utiliser, puis on peut vraiment jouer sur les évaluations formatives pour maintenir l'engagement de l'étudiant. Donc, répartir, par exemple, on peut aussi utiliser l'évaluation sommative en répartissant les étapes, donc en ayant un projet, par exemple, à étapes avec des phases, avec des livraisons intérimaires à respecter. On peut avoir des évaluations formatives qui vont être corrigées par les pairs. Donc, le fait que la correction de l'évaluation formative soit faite par le pair, ça crée une pression sociale et l'étudiant va la réaliser. L'enseignant peut aussi planifier des devoirs qui ne seront pas notés, mais qui sont obligatoires, sinon il ne peut pas progresser dans le cours. Donc, ça, c'est des techniques qui permettent de maintenir l'engagement de l'étudiant durant toute la session. Autre recommandation, planifier la plus grande partie de l'évaluation certificative ou l'évaluation sommative à la fin de la période de formation et l'évaluation formative durant toute la période. On vient de parler de répartir l'évaluation formative sur toute la période. Mais le fait d'évaluer seulement à la fin, c'est une conséquence de l'approche par compétence, parce qu'une compétence se développe avec le temps. Donc,
En approche par objectif, on avait un examen intra, on avait un examen final, on faisait la moyenne des deux, mais dans le fond, en approche par compétence, ce qu'on veut savoir, même si l'étudiant à la moitié de la session, il est très proche, puis il a échoué toutes ses évaluations, si rendu à la fin de la session, il a maîtrisé la compétence, il n'y a aucune raison de le pénaliser pour ce qu'il ne savait pas au milieu de la session. Donc, c'est vraiment de la logique au niveau de l'approche par compétence, d'avoir la plus grande partie de l'évaluation qui est à la fin de la période d'enseignement. Le problème, évidemment, c'est que dans la plupart de nos institutions, on nous impose d'avoir une partie de l'évaluation finale, comme par exemple d'avoir au moins 15 ou 30% de la note finale à la mi-session. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser des techniques comme les projets à étapes, les projets avec des phases, avec des livrables à plusieurs périodes dans le temps. Mais idéalement, on évaluerait l'étudiant à la fin de la période d'enseignement. 8e recommandation, planifier plusieurs occasions d'observer la maîtrise des compétences. Alors évidemment, quand on a un gros projet, on se dit, je peux pas proposer à l'étudiant 3 projets pour essayer de voir s'il est compétent. J'en ai un, ça me demande assez de temps, surtout quand c'est des gros projets d'équipe sur une session. Alors, comment faire pour proposer plusieurs occasions d'observer la maîtrise de la compétence par l'étudiant? C'est au niveau des évaluations formatives de présenter, par exemple, des mini-mises en situation, des simulations, donc de varier les observations de la compétence avec des exercices qui sont beaucoup plus limités que les grosses évaluations d'intégration, les évaluations complexes et authentiques au niveau de l'évaluation sommative. Autre recommandation qui peut être controversée, c'est d'accorder une partie de l'évaluation à la participation de l'étudiant. Et il faut faire attention, donc plusieurs auteurs recommandent d'intégrer dans l'évaluation sommative ou l'évaluation certificative une note de participation. Cependant, il faut faire attention que ce n'est pas la participation pour la participation qu'on évalue, mais bien la qualité des contributions qu'on doit évaluer au niveau de l'évaluation finale. Donc, ce n'est pas vraiment une note de participation, mais de la qualité des participations et des contributions de l'étudiant. Donc, est-ce que les contributions sont pertinentes? Est-ce qu'elles favorisent le dialogue entre les différents étudiants? Est-ce qu'elles apportent des éléments nouveaux à la discussion? Donc, inclure une évaluation de la participation aux échanges parce que ça incite l'étudiant à rester engagé et à se poser des questions et à approfondir ses apprentissages. Au niveau de la communication, donc, 10e recommandation, communiquer tous les aspects de l'évaluation dans le plan de cours. La communication puis la clarté des attentes par rapport à l'évaluation, c'est un élément qui est central au niveau de l'approche par compétence. Et puis c'est vraiment noté à plusieurs reprises. Donc, Vai et Soluski recommandent que dans le plan de cours, on retrouve une liste et une description des tâches d'apprentissage et d'évaluation, les liens entre les tâches d'évaluation puis l'énoncé de compétences, un calendrier des évaluations et un calendrier des rétroactions, parce que quelquefois aussi on a des profs qui tardent à donner des rétroactions, la contribution de chaque évaluation à la cote finale éventuellement, les critères de contribution aux discussions de classe, les grilles d'évaluation, la politique concernant les retards, les dépôts de travaux, les consignes de dépôt de travaux, les politiques concernant la fraude et le plagiat. Donc, vraiment, on devrait avoir une transparence et une clarté totale au niveau des attentes par rapport aux pratiques d'évaluation dans le cours, et ça devrait être communiqué dans le plan de cours dès la première séance de cours ou dès l'introduction du cours. Au niveau des outils de mesure encore, on est dans la planification des outils de mesure, avoir des tâches d'intégration authentiques qui couvrent tous les éléments de la compétence. Alors, contrairement à l'approche par objectif, on avait souvent des évaluations
qui était ce que j'appelle en termes familiers des évaluations en tranches de saucisson où on découpe le matériel puis on s'assure que l'étudiant possède bien une partie du matériel avant de continuer puis de passer à la tâche suivante. Dans l'approche par compétences, on veut vraiment avoir des tâches d'intégration authentique. Alors, je ne passerai pas trop de temps à expliquer ce que c'est qu'une tâche authentique, mais simplement dire que c'est une tâche qui va intégrer tous les éléments de la compétence et qui va représenter de la façon la plus fidèle, tout en restant réaliste, ce qui se passe réellement en milieu de travail quand l'étudiant va être amené à mettre en œuvre la compétence qui est visée. Donc, on ne parle pas de petits exercices, on ne parle pas de quiz, on parle vraiment d'approche par problème, d'études de cas, de simulation, de stage, donc des tâches d'intégration qui vont permettre d'évaluer l'ensemble de la compétence. Sélectionner des tâches d'évaluation formative appropriées au type d'apprentissage que l'on veut tester. Vous allez me dire, c'est évident. Non, c'est pas évident parce que moi, je l'ai vu même au niveau des concepteurs pédagogiques. Alors, on a une tâche d'intégration qui est très complexe. Et puis, les évaluations formatives, c'est des quiz, c'est des petits exercices, c'est des... et oui, ça permet de s'assurer que l'étudiant maîtrise une partie des ressources, mais ça ne le prépare pas nécessairement à réaliser la tâche d'intégration finale. Donc, il faut s'assurer au niveau des évaluations formatives qu'on prépare bien l'étudiant et qu'on on lui fait pratiquer, même si c'est sous forme plus limitée et plus restreinte, le même travail que ce qu'il aura à accomplir au niveau de la tâche d'évaluation sommative. Par contre, je parlais des quiz, ne pas négliger d'évaluer les savoirs et savoir-faire dans les évaluations formatives. Alors, on aime l'approche par compétence. Ça ne veut pas dire que l'étudiant, il n'y a pas des choses qu'il doit savoir par cœur. Un opérateur 911, s'il ne connaît pas tous les codes par cœur et puis qu'il doit aller dans son livret de procédure pour savoir ce qu'il a à faire, il y a comme un problème. Alors, on teste la compétence globale qui est la capacité de prendre un appel d'urgence, mais avant d'être rendu là, on peut tester au niveau des évaluations formatives si l'étudiant, il connaît bien par cœur tous ces codes parce que dans la vraie vie, il n'a pas le temps de retourner dans son manuel de procédure. Donc, ne pas négliger de tester et d'évaluer donc les savoirs et savoir-faire dans les évaluations formatives. Numéro 14, impliquer les étudiants dans leur évaluation en évaluation formative. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était normalement la prérogative exclusive de l'enseignant de procéder à l'évaluation sommative ou certificative. Par contre, au niveau cognitif, les auto-évaluations, les co-évaluations, les évaluations par les pairs ont un rôle important au niveau de l'apprentissage. Ça permet des apprentissages en profondeur, ça permet aux étudiants de développer des habiletés au niveau métacognitif, donc c'est fondamental. Au niveau des évaluations formatives, d'intégrer ce type d'évaluation, donc auto-évaluation, co-évaluation, évaluation par les pairs. Numéro 15, inclure des tâches collaboratives, même en formation asynchrone. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, on a un gros problème au collège parce que on a des formations en ligne qui sont des formations qui sont asynchrones, mais en plus entrée continue. C'est-à-dire que l'étudiant, je pense, puis la TELUC fonctionne de la même façon. Donc, l'étudiant peut s'inscrire quand il veut, puis débuter quand il veut un cours. Ce qui pose un problème parce que quelquefois, on a juste un étudiant qui suit le cours, qui suit un module de formation. Quelquefois, on peut en avoir 2, 3, 10. Ça va, mais quand on en a juste un, c'est plus compliqué d'essayer d'avoir des tâches collaboratives. Alors, il faut être un petit peu créatif. Une des choses qu'on peut faire, par exemple, c'est garder des historiques de forums de discussion, des éditions précédentes du cours de façon à faire réagir les étudiants. Donc, il faut vraiment être créatif, mais c'est important. On est en apprentissage socio-constructiviste, donc les échanges entre les étudiants sont importants. Les échanges aussi avec le tuteur ou avec le professeur peuvent se substituer
s'habituer à des tâches avec des collègues, donc avec d'autres étudiants. Pratique numéro 16, proposer des tâches d'évaluation graduées pour mesurer le progrès. Alors ça, c'est une chose qui est vraiment très intéressante, que j'ai identifiée. Et c'est quelque chose que je faisais de façon intuitive quand j'enseignais. Donc, le principe, c'est de dire que au lieu de mesurer des morceaux ou des habiletés qui sont constitutives de la compétence, on va tout de suite, dès le départ, évaluer la compétence, mais avec des tâches qui sont très faciles au début et de plus en plus difficiles. Alors, des exemples d'application de ce type de stratégie, c'est au niveau de la faculté de médecine de l'Université Laval, où dans les cours reliés au diagnostic, on va mettre les étudiants en situation dès la première année, mais la première année, ça va être avec des patients qui sont consentants, qui sont rationnels, et puis des diagnostics qui sont beaucoup plus simples, alors que à la dernière année, on va avoir, par exemple, des patients qui sont en crise, des patients qui sont particuliers, et des diagnostics qui sont beaucoup plus complexes. Pascal, oui. Commentaire dans le clavardage. Oui. Pour information, est-il possible, s'il vous plaît, de nous partager le nom des experts à la base des recommandations? Qui plus est, comment s'est-on assuré qu'il s'agit là de bonnes pratiques? Des études empiriques ont-elles été conduites pour s'assurer de leurs effets positifs sur différentes variables, par exemple réussite scolaire des étudiants, fiabilité des notes, code des étudiants, motivation des étudiants? Alors, pour ce qui est des noms des experts que j'ai consultés, vous allez avoir, à la fin, je vous donne les références que j'ai utilisées pour cette présentation, mais aussi, je vous donne accès aux documents que j'ai rédigés, donc dans laquelle il y a toutes les sources d'informations. Pour ce qui est de la validation, comme je vous ai dit, ce n'est pas scientifique. C'est des éléments que j'ai retirés des écrits que j'ai consultés et qui ont l'air de faire consensus. Il n'y a pas de validation scientifique. Puis ça serait vraiment intéressant de faire un projet de recherche pour valider scientifiquement toutes ces pratiques, mais ce n'est pas scientifique. C'est pour ça que je vous ai fait une mise en garde au départ. C'est simplement fondé sur des consensus ou tout simplement des pratiques qui ont l'air de relever du gros bon sens, comme on dit de façon familière. Donc non, ce n'est pas scientifique, ça n'a pas été validé, il n'y a pas eu d'études empiriques, peut-être pour certains éléments, mais vous allez avoir toutes les sources d'informations que j'ai consultées dans mon document. Est-ce que ça répond à la question? Merci beaucoup, Pascal. Oui. Oui. Pas de problème, Marie, ça me fait plaisir. Donc, on était en train de parler des tâches graduées. Un autre exemple de tâche graduée qui est intéressante, c'est les niveaux de compétences linguistiques des Canadiens. Donc, ça, c'est un exemple qui est présenté par Scalon en 2015. Le gouvernement fédéral a élaboré un système d'évaluation des compétences linguistiques des Canadiens dans lesquels il y a différents niveaux. Et par exemple, il y a des différentes tâches aussi. Et par exemple, pour la tâche qui est de nature interaction sociale, le niveau 1 correspondrait par exemple à la capacité d'écrire une carte de souhait. Donc ça, c'est pour la compétence d'écriture. Écrire une carte de souhait pour le niveau 1. Niveau 4, écrire une courte lettre à un ami pour lui transmettre des données personnelles. Et niveau 12, rédiger un message de remerciement pour honorer une personne dans un contexte officiel. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on peut réaliser des tâches graduées où on évalue la même compétence, qui est la compétence à écrire, dans un contexte d'interaction sociale, mais on va avoir des tâches de plus en plus complexes. Moi, c'est un principe que j'ai déjà appliqué avec succès. J'ai été coordonnatrice du programme de publicité ici au collège et on avait fait une révision de programme et on avait introduit trois projets intégrateurs dans le cours. Alors, c'est un programme de 2 ans. Et dès la première étape, donc dès la première session, on mettait les étudiants en situation où ils devaient développer une campagne de publicité.
Mais à la première étape, c'était pour un client réel. Toujours, on est en évaluation authentique. Donc, il devait travailler pour un client réel. Mais le client réel était un client interne au collège. Donc, ça pouvait être la clinique médicale, le restaurant, la cafétéria, l'association sportive. Donc, un client interne. Et c'était une campagne imprimée seulement. Donc, première étape. Deuxième étape, c'était une petite campagne limitée pour un organisme à but non lucratif de la région Ottawa-Gatineau. Donc, campagne un peu plus complexe pour un vrai client à l'extérieur. Et finalement, la troisième étape, les étudiants devaient, évidemment c'était en équipe, développer une campagne pour un client national, donc campagne nationale, campagne 360 multimédia, et ils allaient présenter ça dans une agence de publicité à Montréal. Donc, vous voyez que c'est le même travail, c'est la même tâche, donc c'est la même compétence qui est de développer une campagne publicitaire, mais on a augmenté le niveau de difficulté, on a gradué, on a un niveau de difficulté croissant au niveau de la tâche à accomplir. Recommandation 17, alors là on est rendu aux outils de jugement. Là on était dans les outils de mesure, là on est rendu aux outils de jugement, c'est-à-dire essentiellement souvent les grilles d'évaluation. Donc au niveau des outils de jugement, ce que semblent dire les experts, c'est que la pratique du jugement critérié est la seule qu'on puisse utiliser en évaluation certificative. Donc, au niveau du jugement de la performance des étudiants, on a trois approches possibles. L'évaluation normative, l'évaluation dynamique et l'évaluation critériée. L'évaluation normative, c'est celle qu'on utilise traditionnellement, où on compare le niveau des étudiants les uns par rapport aux autres, avec notre belle courbe normale. Donc, ce n'est pas pertinent en approche par compétence. L'évaluation, le jugement, l'approche dynamique, elle est intéressante aussi, c'est de comparer l'étudiant par rapport à lui-même et de voir l'évaluation, l'évolution de sa maîtrise de la compétence. Alors ça, c'est intéressant à utiliser en évaluation formative, mais au niveau de l'évaluation certificative, on est obligé d'avoir un jugement critérié qui va être donc fondé sur des critères d'évaluation. Et ces critères-là d'évaluation, c'est important de les avoir définis en amont au niveau de l'analyse, de la phase d'analyse, de façon à avoir une approche qui est extrêmement rigoureuse. Alors, à partir de ces critères d'évaluation, on va pouvoir élaborer des grilles d'évaluation descriptives. On reparlera un petit peu des grilles d'évaluation tout à l'heure. On doit aussi utiliser, alors dans le cas où on ne peut pas utiliser des tâches avec une complexité progressive, une autre possibilité, c'est d'utiliser des indicateurs progressifs et terminaux de développement et des balises de développement de la compétence. Ce que ça veut dire, ça, tout simplement, c'est que, et je sais que c'est très utilisé au niveau du Québec, par exemple, pour la même compétence, on s'attend à ce que l'étudiant soit au niveau 1 à la première étape, au niveau 2 à la deuxième étape, au niveau 3 à la troisième étape. Donc, le niveau attendu de maîtrise de la compétence va évoluer en fonction du parcours de l'étudiant à travers le programme. Plus l'étudiant avance, plus il devrait maîtriser la compétence. Et on doit avoir donc des balises qui sont établies en fonction d'un modèle cognitif de l'étudiant, donc en fonction, puis souvent le modèle cognitif, il va pas être formalisé, mais à partir de l'expérience des enseignants, on sait qu'à la première étape, ils doivent avoir maîtrisé tels et tels éléments, à la deuxième étape, à la troisième étape, etc. Donc, dans les grilles d'évaluation, au niveau des critères et des indicateurs, on va utiliser des indicateurs progressifs. Ensuite, au niveau de la conception maintenant des évaluations, essentiellement, ce que vous nous avez dit, est-ce que j'ai ici, non, j'avais rien dans le sondage là-dessus. Oui, je dois voir. Au niveau du sondage, vous avez essentiellement parlé de rigueur et c'est le thème de cette section-là, la rigueur.
Parce qu'effectivement, en approche par compétence, compte tenu du caractère qualitatif des évaluations, quand on parle de situations authentiques, de situations complexes, on ne parle pas de vrai ou faux. On parle de situations dans lesquelles l'étudiant peut choisir différentes réponses et pour lesquelles il va avoir un raisonnement qui peut varier, puis il peut y avoir plusieurs bonnes réponses possibles, plusieurs façons de résoudre un problème qui peuvent être toutes aussi valides les unes que les autres. Donc, il faut, étant donné qu'on nage un petit peu dans le qualitatif, il faut avoir énormément de rigueur au niveau de l'élaboration et de la calibration des situations d'apprentissage et des grilles d'apprentissage. Et toutes les recommandations que vous avez faites au niveau du sondage se rapportent à cette notion-là de rigueur. Donc, ce que vous m'avez dit, dresser la liste des connaissances et des compétences ciblées par l'évaluation pour assurer une évaluation la plus complète possible. Concevoir la grille ou les critères d'évaluation avant la mise en œuvre de celle-ci, bien important parce que vous le savez comme moi, si vous avez, pour ceux qui ont été profs, que parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'évaluation, puis la grille d'évaluation, on va la faire après. Donc là, c'est pas le cas. On doit faire notre grille avant de concevoir la tâche d'évaluation. On doit avoir une grille de suivi des évaluations. Là, je suis encore dans vos contributions au niveau du sondage. Concevoir une mise en contexte alignée avec la cible, donc importance de l'alignement. Concevoir des directives claires et explicites. Concevoir des rubriques qui sont parallèles au modèle de pratique, donc on est encore dans la notion d'alignement. Concevoir des critères d'évaluation univoques qui minimisent l'interprétation. On a parlé de cette problématique tout à l'heure quand on a parlé de la clarification du devis de compétence, le fait d'avoir des critères qui sont univoques et compris de la même façon par tout le monde. Donc, vous voyez que vous tournez beaucoup au niveau de la rigueur, au niveau de la conception. Et vous voyez que les deux recommandations que j'ai, c'est les situations d'apprentissage et d'évaluation sont élaborées à partir d'un protocole rigoureux et d'un modèle de production standardisé. Et deuxième recommandation, les grilles d'évaluation sont conçues en suivant un protocole rigoureux. Donc, la notion de protocole rigoureux est très, très importante. Et ici, au collège, évidemment, je suis sensibilisée à cette notion-là, donc j'essaye de développer des outils et des modèles de production des tâches sommatives qui obligent les concepteurs pédagogiques à travailler de façon extrêmement rigoureuse d'une étape à l'autre. Et on développe des outils de travail, des infographies qui permettent d'atteindre cette rigueur-là au niveau des évaluations sommatives. Donc, alors, je parlais de qualitatif, alors c'est ça, c'est qu'une tâche d'évaluation peut avoir l'air, elle peut être très authentique, elle peut être super intéressante, elle peut être super engageante pour l'étudiant, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être valide. Donc, on devrait développer des modèles au niveau des modèles de production qui incluent les éléments suivants par rapport à la tâche d'évaluation, les intentions pédagogiques, donc qu'est-ce qu'on essaye de faire avec cette tâche d'évaluation, une mise en situation, les responsabilités des étudiants, les consignes, les critères d'évaluation et les modalités d'évaluation. Ça, c'est des conseils qui viennent de Julie Leroux et de ses collègues. Donc, ça, c'est pour la conception. Au niveau de la mise en œuvre, quelques recommandations. Donc, vraiment important, je vais juste aller voir ce que vous aviez comme recommandation par rapport au sondage. Donc, ce que vous m'avez dit au niveau de la mise en œuvre, clarifier les attentes. Et vous allez voir que c'est la première des recommandations. Donc, clarifier les attentes au niveau des étudiants. Fournir des exemples. Vous m'avez dit ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit on doit fournir des exemples de travaux aux étudiants. Et si vous regardez ce qui se passe en milieu de travail, on donne des normes, on donne des exemples de travaux ou de production bien faite aux apprentis ou aux gens qui sont en formation pour leur montrer, pour leur donner des modèles et pour qu'ils puissent se guider au niveau de leur production. Alors, c'est aussi important au niveau de la formation de clarifier les attentes et de fournir des exemples de travaux bien faits, des travaux exemplaires aux étudiants. Et mettre en œuvre des directives claires et explicites, donc ça, c'est ce que vous allez relever.
Il y avait quelques conseils pratiques aussi que vous avez relevés au niveau de la mise en œuvre qui sont intéressantes. Réaliser soi-même l'évaluation avant la remise et estimer le temps requis pour la réalisation, tenir compte du ratio 1 heure enseignant pour 3 ou 4 heures étudiants. Ça, c'est extrêmement intéressant et puis c'est une problématique qu'on a souvent en formation à distance parce que, bon, ben, en classe, on a peut-être plus de temps, mais au niveau de la formation à distance, on doit avoir plus de rigueur au niveau de la quantité de travail qui est exigée de la part des étudiants. Et souvent, on a un petit peu de misère à calibrer le temps ou la difficulté des travaux pour les étudiants. Donc, le faire soi-même, c'est une excellente idée. Avoir des discussions avec des enseignants qui ont déjà essayé une tâche d'apprentissage, une tâche d'évaluation, réessayer une mise en œuvre après avoir vécu des difficultés pour donner lieu à de l'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est de ne pas abandonner parce qu'on a un projet qui n'a pas bien fonctionné. Que l'élève puisse faire son examen en ligne et dès qu'il l'a ouvert, le suivi puisse se faire avec l'enseignant, donc avoir de la flexibilité. Donc, quelques conseils pratiques, mais essentiellement, vous avez beaucoup mis l'accent sur donner des exemples, donner des modèles, clarifier les attentes pour les étudiants. Et si vous regardez ce que j'ai relevé dans la littérature comme bonne pratique, donc clarifier les normes de correction, donc communiquer les grilles de correction et des exemples de travaux pour les étudiants. Familiariser les étudiants avec les situations et les grilles d'évaluation dans des évaluations formatives. Normalement, quand l'étudiant arrive à l'évaluation sommative, ça ne devrait pas être la première fois qu'il voit la grille d'évaluation. Et il devrait être capable de se situer sur cette grille-là. Ça peut être de façon partielle dans l'évaluation formative, mais il devrait être capable déjà d'avoir une idée de où il se situe au niveau de la grille d'évaluation, au niveau de la maîtrise de chacune des dimensions de la compétence. Mettre en place les conditions favorables à l'auto-évaluation et la co-évaluation au niveau de l'évaluation formative, bien entendu. On a dit tout à l'heure que c'était une évaluation formative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, ça veut dire qu'il faut créer un climat, une atmosphère de respect et d'engagement. Donc, ce que j'ai retrouvé comme idée, établir des critères d'évaluation clairs et précis, proposer aux élèves des exemples de consignes, de travaux, entraîner les étudiants à l'auto-évaluation. Les étudiants, en fait, quand ils nous arrivent, surtout nous au collégial, ils sont très mal préparés à l'auto-évaluation et à l'évaluation par les pairs. Alors, ils ne réalisent pas l'importance que l'évaluation par les pairs peut avoir, par exemple, et souvent, ça se traduit par « Oh, t'es mon chum, je vais te donner une bonne évaluation » ou « Toi, je t'aime pas la face, fait que je vais régler mes comptes avec toi au niveau de l'évaluation par les pairs. » Donc, ça devient des outils de règlement de compte, alors que ça a une contribution qui peut être extrêmement importante au niveau de la profondeur de l'apprentissage, au niveau de la progression des étudiants. Donc, conditions favorables. Donc, expliquer donc, aux étudiants aussi que les évaluations doivent toujours être justifiées, le respect dans les échanges, habituer les étudiants à exprimer et défendre leur point de vue et accepter la rétroaction constructive. Tout ça, c'est des habiletés, c'est des compétences transversales qui sont fondamentales et qui sont très appréciées des employeurs et qu'il faut développer chez les étudiants. Au niveau 24, donc, accorder une évaluation individuelle pour les projets d'équipe en utilisant les traces des échanges ou une combinaison auto-évaluation et évaluation par les pairs. Alors, j'explique, parce que c'est bien compliqué, il y a plusieurs éléments dans cette recommandation-là. Première recommandation, dans les projets d'équipe, on devrait toujours avoir une note individuelle, donc pour chacun des étudiants. Maintenant, vous le savez comme moi, si vous avez déjà mis en œuvre des projets d'équipe, c'est compliqué. Okay? Puis on l'a vu, l'évaluation par les pairs, c'est pas toujours évident. Donc, et puis pour celle-là, il y a eu une étude qui a été faite. Où les chercheurs ont interrogé les étudiants sur ce qu'ils préféraient et ce qu'ils trouvaient de plus équitable en matière d'évaluation individuelle pour les projets d'équipe. Et ce qui a été relevé comme étant, puis on a posé la même question aux profs aussi, et ce qui a été relevé comme étant le plus efficace, malheureusement pour les profs, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est très consommateur de temps, c'est d'utiliser les traces des échanges. C'est-à-dire que les étudiants échangent
et on leur demande d'échanger sur les systèmes de gestion des apprentissages ou alors dans des systèmes Google Docs, par exemple, où il y a des traces de leurs échanges et le prof analyse les échanges, la contribution de chacun des partenaires pour évaluer la qualité et la quantité du travail fourni par chacun des participants. On peut aussi demander aux étudiants de documenter leur contribution avec un portfolio. Donc ça, c'est ce qui est privilégié comme façon d'évaluer individuellement la contribution au travail d'équipe. La deuxième méthode, donc, qui est aussi recommandée, c'est une combinaison, donc un genre de ratio entre l'auto-évaluation que s'accorde l'étudiant et l'évaluation qui lui est donnée par ses pairs. Alors, il y a des formules complexes qui permettent de combiner à la fois l'auto-évaluation puis l'évaluation par les pairs pour attribuer une note individuelle sur les projets d'équipe. Donc ça, c'est une des recommandations que j'ai identifiées qui est intéressante parce que c'est une problématique qu'on rencontre à la fois en classe puis en ligne aussi, la problématique d'accorder une note individuelle sur les projets d'équipe. 25, donc, au niveau de la mise en œuvre, éviter la technique de sommation des notes pour l'évaluation certificative. Alors évidemment, on est en approche par compétence, on veut tout sauf additionner des résultats au quiz, puis à l'examen de mi-session, puis au deuxième quiz, puis à l'étude de cas, puis finalement à l'évaluation sommative. Donc, idéalement, on n'aurait pas de notes, de sommation des notes, mais ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un profil de compétences. Donc, utiliser un profil de compétences où on déduit, puis là, le jugement, puis de façon générale, en approche par compétence, le jugement des tuteurs, des profs est beaucoup plus sollicité. On n'est plus dans des chiffres, on est vraiment dans le jugement. Alors, à partir du profil de compétences que je peux identifier, en fonction des différents éléments et des critères d'évaluation, est-ce que je peux déduire que l'étudiant a maîtrisé suffisamment la compétence, pas nécessairement de façon parfaite, mais maîtriser suffisamment la compétence pour que je lui accorde soit le diplôme, soit de passer au prochain cours. Ou est-ce qu'il doit recommencer la tâche d'évaluation sommative, refaire les évaluations formatives et me prouver qu'il a davantage maîtrisé. Donc, l'autre chose qu'on peut faire, alors, une autre des recommandations qu'on a en approche par compétence, c'est qu'on peut toujours attribuer une note chiffrée à partir d'une cote, mais jamais l'inverse. On ne devrait jamais utiliser une note chiffrée en approche par compétence, utiliser toujours des cotes et déduire des notes chiffrées à partir des cotes, pas l'inverse. Alors, ça, quand on a travaillé en approche par objectif, c'est un peu contre-intuitif, mais effectivement, c'est ça qui est recommandé. Donc, oui, c'est ça. Donc, François Lanier recommande, lui, d'établir la cote finale au cours, en considérant donc chaque critère. On donne une cote à chacun des critères, mais on ne fait pas une sommation. On essaie de voir c'est quoi le profil. Et on déduit une cote finale à partir de ça. On est beaucoup dans le jugement, mais ce jugement-là, il est étayé par une rigueur au niveau de la démarche. Alors, moi, je pense que c'est extrêmement valide comme façon de procéder. 26, élaborer et publier des consignes précises d'utilisation des grilles d'évaluation pour les tuteurs. Et là, on est aussi, quand on développe des grilles d'évaluation, on a l'impression qu'à partir du moment où on a une grille d'évaluation, la correction est évidente. Non, encore faut-il donner des directives aux tuteurs ou aux enseignants, parce que quelquefois ça peut être des contractuels, pour les guider sur la façon d'interpréter les éléments dans la grille d'évaluation ou ce qu'on recherche au niveau des travaux des étudiants. Donc, des consignes d'utilisation des grilles d'évaluation pour les tuteurs. Constituer une banque de travaux type notés pour les différentes tâches. Et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait qu'il fallait donner des exemples aux étudiants. Les tuteurs aussi, on devrait être capable de leur dire, ben voilà, ça c'est un travail qui vaut A+, ça c'est un travail qui vaut C, ça c'est un travail qui vaut B. On devrait avoir une banque de travaux notés qui vont servir de point de référence à la fois aux étudiants, puis aux tuteurs ou en tout cas les correcteurs. Définir des normes d'excellence en matière de rétroaction. Je sais que s'il y a des tuteurs parmi vous, ils vont peut-être pas m'aimer. Mais c'est un élément qui est extrêmement important.
la qualité de la rétroaction est fondamentale en formation en classe, mais encore plus en formation à distance. Et la qualité de la rétroaction, elle s'exprime de plusieurs façons. D'une part, au niveau de la rapidité de la rétroaction, plus la rétroaction est rapide, plus elle va être efficace. D'autre part, au niveau de la précision et de la qualité des commentaires qui sont émis. La rétroaction, elle devrait d'abord être spécifique, donc par rapport au travail qui a été fait, pas du genre bon travail, t'as compris. Donc il faudrait être plus spécifique que ça. Elle doit être tournée vers l'avenir, c'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on constate, quelles sont les recommandations qu'on va faire à l'étudiant pour qu'il s'améliore sur le prochain travail. Donc, quels sont les éléments à travailler? Être encourageante, en particulier en formation à distance, où on travaille notre taux de rétention. Être relié aux objectifs d'apprentissage, donc c'est pas dans l'absolu, c'est bon ou c'est pas bon, c'est par rapport à ce qui est attendu, voilà quelle est ta performance. Donc, aux objectifs d'apprentissage, aux critères d'évaluation, aux normes, etc. Une des problématiques, et vous le savez comme moi, parce que quand on va dans les systèmes de gestion des apprentissages, que ce soit sur Moodle ou nous ici sur D2L, on peut aller vérifier si les étudiants ont consulté les rétroactions à leurs travaux. Moi, je sais que quand je dépose un travail corrigé, il y a des commentaires partout et régulièrement, les étudiants ne vont pas voir les commentaires, ne vont pas voir les rétroactions, ne vont pas écouter les rétroactions audio s'il y a rétroaction audio, etc. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut utiliser pour obliger les étudiants à aller consulter les rétroactions sur les travaux de façon à ce qu'ils s'améliorent. Alors, les recommandations, les tactiques qui sont suggérées, fournir des rétroactions plus rapides, 24 heures de préférence. Demander aux étudiants qu'est-ce qu'ils veulent comme rétroaction. Initier des discussions sur les rétroactions, par exemple en groupe de 2 ou 3, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi, qu'est-ce qu'ils ont moins bien réussi. Proposer des devoirs ou des projets en plusieurs étapes où les étudiants doivent répondre à la rétroaction à la première partie quand ils rendent leur deuxième partie. Donc, il doit y avoir une rétroaction à la rétroaction dans la deuxième partie. Des tests en 2 étapes, donc par exemple des tests de pratique, tests réels. Proposer des projets complexes progressifs dans lesquels, et ça nous on le fait ici énormément au niveau de la formation en ligne, on a des évaluations sommatives par phase. L'étudiant remet une phase, le tuteur donne sa rétroaction, l'étudiant peut redéposer sa première phase en corrigeant en fonction des rétroactions du tuteur. Donc, ça, c'est une façon de faire en sorte que les étudiants consultent la rétroaction. Donc, il y a comme ça plusieurs tactiques qu'on peut utiliser pour encourager les étudiants à consulter les rétroactions. Dernière diapositive, on va l'avoir fait, je n'étais pas certaine que je me rendrais à 32. Valider les tâches d'évaluation. Alors là, on est dans la phase de validation. Je vais juste aller vérifier ce qu'on avait au niveau de vos réponses au sondage, au niveau de la validation. Alors, ce que vous avez répondu essentiellement, c'est relié au suivi et à la consignation des erreurs. Donc au contrôle de qualité. C'est-à-dire que ce que vous m'avez dit, c'est qu'essentiellement, quand on corrige des travaux, on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'évaluation et souvent on oublie de le noter et de le prendre en considération. On a oublié ça l'année suivante et on ne corrige pas les tâches d'évaluation. Alors, ce que vous m'avez dit, c'est au moment de corriger, noter les questions mal comprises, les réponses qui ne sont pas en lien avec l'objectif ou les critères d'évaluation mal estimés pour bonifier la prochaine évaluation. Discuter avec des enseignants qui ont déjà utilisé la même évaluation. Prendre en note les erreurs fréquentes commises par les étudiants. Réviser l'outil d'évaluation et assurer que les erreurs fréquentes sont explicitement indiquées dans les critères pour une prochaine offre. Donc, vous avez beaucoup insisté sur la notion de contrôle de qualité et de consignation des erreurs au moment où on les constate pour pouvoir améliorer les épreuves d'évaluation par la suite. Alors, ce que j'ai retrouvé dans la littérature au niveau de la validation, c'est valider les tâches d'évaluation avant de les utiliser en évaluation certifiée.
certificative. Donc, par exemple, si on a une étude de cas, on pourrait la tester en évaluation formative avant de l'utiliser en évaluation sommative ou certificative. On pourrait la soumettre à des collègues pour qu'ils valident la pertinence, l'alignement, le niveau, l'ampleur de la tâche avant de la soumettre en évaluation certificative. Parce que c'est pas le temps, une fois que les étudiants ont fait leur projet ou leurs travaux, de se rendre compte qu'il y avait un problème avec l'épreuve. Numéro 30, valider les grilles d'évaluation analytique descriptive utilisées en évaluation certificative. Alors, les grilles, on peut les valider avec des outils statistiques. On peut les valider aussi en s'assurant de leur alignement avec les éléments de compétences. On peut avoir des comités de validation, des grilles d'évaluation, mais la grille d'évaluation, c'est un outil extrêmement important et il faut s'assurer qu'elle soit bien conçue avec rigueur pour assurer une validité, d'abord, de l'évaluation et une fidélité, que ce soit une fidélité intracorrecteur ou intercorrecteur. Donc, il y a des outils statistiques qu'on peut utiliser pour valider les grilles a priori et a posteriori. Effectuer régulièrement un contrôle de qualité de la rétroaction produite par les tuteurs. Et là, c'est intéressant parce que je pense que c'est Gibbs, il me semble, mentionné dans sa documentation, oui, je pense que c'est Gibbs en 2010, que la Open University en Grande-Bretagne, qui est une des universités qui est les plus reconnues au niveau de la qualité de la rétroaction aux étudiants, ils ont un système d'échantillonnage des rétroactions des tuteurs. Donc, il y a un contrôle de qualité pour la rétroaction et on valide le délai de réponse par les tuteurs et la qualité de la rétroaction. Donc, est-ce que la rétroaction est suffisamment étoffée, suffisamment encourageante, suffisamment spécifique, etc. Et si on se rend compte à un moment donné qu'il y a des commentaires qui sont émis aux tuteurs et dans certains cas, on va redonner de la formation aux tuteurs de façon à ce que la rétroaction soit suffisamment encourageante et qu'elle permette de faire progresser les étudiants dans leurs apprentissages. Et dernière recommandation, se doter d'outils d'évaluation de la qualité des évaluations. Alors, on peut avoir, ça peut être des checklists, ça peut être des grilles de validation, ça peut être différents outils, mais on devrait avoir des outils de validation de la qualité, de contrôle de qualité des évaluations. Alors, voilà un peu ce qui fait le tour des recommandations que j'ai relevées dans les écrits. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions. Je vous avais dit que je vous avais mis donc... hop. Ah non, ils ne sont pas là. Voyons. Il manque une diapositive. Oui, il manque une diapositive. Ah non, oui, merci. Donc, les références. Toutes les références sont là. Pour ce qui est des sources que j'ai utilisées pour la présentation, mais si vous allez à la troisième référence, donc Bélier-Pascal, c'est moi-même, vous avez le document écrit que j'ai produit et qui reprend essentiellement ce que je vous ai présenté aujourd'hui, et vous allez avoir la bibliographie avec les auteurs que j'ai consultés pour préparer ce document. Gros merci Pascal, un atelier très riche, beaucoup de matière, un gros merci pour le partage d'informations. Vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, on a le temps pour prendre des questionnements, des commentaires ou quoi avant la fin de l'atelier. On vous invite à utiliser le clavardage, laver la main via Adobe Connect ou vous pouvez carrément faire carré 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole en audio. Alors pour l'instant, on a des commentaires positifs dans le clavardage. Merci. Une suggestion de M. Lacroix de l'UQAP. Attendez un instant, j'ai vu passer très rapidement. Suggestion pour éviter le plagiat en situation d'évaluation. Oui, très intéressant comme question. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Évidemment, vous avez les réponses traditionnelles de contrôle du plagiat. En fait, il y a 3 avenues. Vous pouvez essayer de prévenir le plagiat avec des campagnes de sensibilisation, de prévention.
Vous pouvez aussi utiliser des outils de contrôle du plagiat. Puis il y a des outils technologiques qui permettent de le faire, mais l'avenue qui est la plus intéressante, c'est d'avoir des tâches qui sont réellement authentiques où les étudiants pourront juste pas plagier. Parce que, par exemple, si vous demandez à un étudiant d'aller faire une observation d'une situation ou de choisir un sujet que lui-même détermine, ben, dans ce contexte-là, le plagiat est normalement les occasions de plagiat sont très, très diminuées. Alors moi, c'est vraiment l'avenue que je privilégie. Il y a également un commentaire. Nous aimerions vous entendre sur les défis relatifs à la logistique, la sécurité, la fraude et le plagiat en évaluation en ligne. Alors, le plagiat, je viens d'y répondre. Pour ce qui est de la logistique puis de la sécurité, la fraude, c'est toujours difficile parce que en formation à distance, c'est toujours un peu complexe d'identifier si c'est la bonne personne qui a fait l'évaluation. Il y a des façons de le contrôler qui sont, par exemple, quand un étudiant remet un projet, d'avoir une entrevue avec l'étudiant pour lui faire expliquer son processus, ses sources d'information, comment il a fonctionné, etc. Et avoir sa rétroaction, avoir une discussion d'ordre métacognitif avec l'étudiant. Puis là, à ce moment-là, on le sait si c'est pas lui, si c'est pas lui qui a effectué, qui a fait l'évaluation. Ça, c'est une façon pour ce qui est de la fraude, par exemple. La logistique, normalement, en évaluation par compétence, il n'y a pas d'examen, ou pratiquement pas d'examen. Au niveau formatif, on n'a pas de préoccupation. Et au niveau sommatif, encore une fois, si on a des évaluations qui sont réellement authentiques, à ce moment-là, ce n'est pas une préoccupation majeure, la logistique. Mais c'est sûr qu'en formation à distance, c'est toujours une préoccupation. Est-ce que les gens du Centre Gabriel Rousseau, ça vous convient comme réponse? Vous pouvez utiliser le clavardage, tout le monde? Je ne réponds pas vraiment à la question. Je dis simplement que si on a vraiment une approche par compétence et qu'on va avec des tâches authentiques, ces préoccupations-là sont minimisées. D'autres questions, d'autres commentaires, suggestions? On a encore le temps. Vous pouvez également faire carré et 6 sur votre clavier téléphonique pour prendre la parole. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres questions, commentaires. Il y a toutefois plein de commentaires, d'excellents commentaires dans le clavardage, entre autres, excellente intégration de la recherche et de la pratique. Merci, très pertinent et pratique. Merci, excellent atelier. Merci énormément. Nous allons consulter les ressources, très bien. Et il y a le Centre Gabriel Rousseau qui est en train de répondre. Il y a d'autres personnes. Il y a un commentaire justement du Centre Gabriel Rousseau. Ce n'est pas toujours possible d'avoir des tâches authentiques en formation en ligne, en formation professionnelle. Oui, c'est vrai que parfois c'est difficile. Si vous êtes en mécanique, d'avoir une formation parfaitement authentique, là c'est un petit peu compliqué. On essaye d'être extrêmement créatif. Par exemple, au niveau du collège, on fait des dégustations de vin en ligne. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement, les étudiants doivent acheter une sélection de vins qui est déterminée par le tuteur et après ça, procéder à la dégustation à distance. On peut utiliser beaucoup la vidéo, par exemple, pour des manipulations, des pratiques de ce type-là, utiliser la vidéo. Il faut être extrêmement créatif, mais je suis d'accord que ce n'est pas toujours possible d'avoir des tâches authentiques. Il y a d'autres commentaires. Très complet, merci de la part de l'intervenant de l'UQAT. On aurait de la place encore pour une autre question, commentaire ou suggestion, que ce soit en ligne ou, comme je vous l'ai souligné déjà, carré 6, si vous voulez prendre la parole, il n'y a aucun problème. Alors, il y a quelques commentaires qui circulent encore dans le clavardage. Une dernière chance. Questions, commentaires, suggestions. Et alors, ça mettrait fin à la formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et pour vos commentaires qui sont fort gentils. S'il y en a qui veulent prendre contact avec moi, vous avez mon adresse courriel et ça me ferait vraiment grand plaisir d'échanger. Comme je vous dis, je ne me présente pas comme une experte en évaluation, mais je m'y suis intéressée, donc j'aimerais savoir vos opinions aussi. Encore une fois, merci à tous. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez aussi abuser du REFAD pour obtenir le document de présentation de lien vidéo. Je vous l'ai mis dans le clavardage. On vous invite aussi à utiliser les fiches d'évaluation qui ont été remises aux personnes ressources de vos sites respectifs. Je te laisse le mot de la fin, Pascal.
Oui, ben merci à tous. Et puis merci au REFAD de m'avoir permis de présenter ce travail-là. Je ne pensais pas qu'il se rendrait jusque-là. Au départ, c'était vraiment plus de la curiosité personnelle, mais je suis bien contente si ça stimule les échanges et les discussions. Alors, merci à tous. Encore une fois, un gros merci, Pascal. Bon après-midi, tout le monde. Bon après-midi.